Bonsoir et bienvenue. Il est 18h30, on est en direct dans le studio de Boursorama. Merci de nous retrouver ce soir pour ce webinaire consacré à l'assurance vie et plus particulièrement à la gestion pilotée. Parce que oui, on le sait, on le dit souvent, l'assurance vie c'est une enveloppe très souple et adaptable qui offre de nombreuses possibilités d'investissement et ça peut parfois un petit peu impressionner, dérouter quand on n'est pas familier des différents produits et de leurs caractéristiques. Alors, pourquoi ne pas confier la gestion de son assurance vie à des experts? Et pour Boursorama Vie, ces experts, ce sont les deux sociétés de gestion Edmond de Rothschild Asset Management et Sycomore Asset Management. Et ces partenaires vont vous expliquer ce soir leur offre en détail. Qui dit webinaire dit bien sûr questions. On en a reçu beaucoup au moment de l'inscription et je vais essayer de poser la plus grande partie de ces questions à nos invités ce soir. Continuez à les poser sur la tablette, elle est prête, elle est rechargée à côté de moi pendant ce moment d'échange d'une durée de 45-50 minutes. Allez, peut-être une heure en fonction des questions justement, car je les sens tous affûtés sur le plateau avec moi ce soir. Je veux parler de Delphine Arnaud et Marie Delessac, toutes deux gérantes allocataires chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonsoir mesdames. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurent. Et vous la connaissez bien également, Caroline Chanzy, chef de produit épargne placement. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent. Chez Boursorama, bien sûr. Faut-il le préciser? Bon, avant de se lancer, et c'est un moment important qu'on fait souvent en introduction pour bien comprendre dans quel contexte justement travaillent nos gérants allocataires présents sur le plateau ce soir, on va faire en guise d'introduction un point rapide sur l'environnement économique, financier et son influence sur les marchés et donc sur les mandats de la gestion pilotée. En 2023, on le sait, les questions du moment, elles tournent beaucoup sur la croissance mondiale, sur l'inflation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au moment où on se parle, Delphine ? Alors on vous a mis un petit graphe de croissance, c'est très important pour nous dans la gestion de vos mandats pilotés. La croissance, c'est ce qui va offrir le potentiel de performance pour les actions des entreprises dans lesquelles nos gérants qu'on sélectionne vont investir. Ce qu'on voit dans le graphique, c'est que depuis 2010 jusqu'à 2020, la volatilité de la croissance est finalement assez faible. Et depuis 3 ans, on a eu un retour de la volatilité sur cette croissance depuis le Covid. Forte baisse de la croissance avec le Covid, fort rebond de la croissance avec toutes les aides gouvernementales et des banques centrales également. Et puis, depuis, un ralentissement de la croissance, ralentissement qui est attendu, qui est souhaitable, parce que forte croissance signifiait aussi retour de l'inflation. Et le problème qu'on a eu et qu'on voit sur le graphe sur cet été, c'est que ce ralentissement de la croissance qui était attendu pour permettre à l'inflation de refluer, en fait, a été un petit peu contrecarré au niveau des États-Unis avec un rebond de la croissance sur le 3e trimestre. On parle beaucoup de cette cette force de l'économie américaine qui déjoue un peu tous les pronostics, Delphine. Ça déjoue les pronostics, et on l'explique très bien. Avec le plan IRA aux États-Unis, le plan pour justement Inflation Reduction Act, donc qui ne porte pas très bien son nom, qui est un plan massif qui a fait un regain de déficits fiscaux aux États-Unis. Ils ont mis trop d'argent sur la table. Ça a fait un retour de la croissance et on le verra également de l'inflation. Sur les États-Unis, ce rebond de la croissance, on ne l'attendait pas et ça explique également le retrait des performances depuis quelques mois dont vous souffrez au niveau de vos mandats. En revanche, quand on regarde la zone euro, ce ralentissement, on le voit bien, c'est la courbe le plus foncée et c'est ce qu'on attendait et c'est ce qui s'est passé. On attendait aussi un rebond de la croissance en Chine. Oui. C'est la courbe rouge, on voit qu'elle a bien rebondi, mais que sur les derniers mois, en revanche, la Chine est à la peine. Et ça aussi, ça a pénalisé les portefeuilles. On l'attendait, ce rebond de la croissance chinoise, et il n'a pas été aussi vigoureux. Il a été très, très décevant. On l'attendait avec, dans un premier temps, la réouverture de l'économie chinoise. Les pauvres, ils ont quand même été confinés jusqu'en début d'année 2023. Et on l'attendait aussi avec les mesures de soutien qui ont été
très nombreuses, mais finalement pas si massives que ça, et qui ne permettent pas de résoudre un problème qui est un peu plus structurel chez eux, qui tient à l'immobilier, à la bulle immobilière. On l'a vu avec des acteurs en difficulté. J'ai déjà une question quasi philosophique qui est tombée. On me l'a retirée de la tablette, mais c'est pas grave, je l'ai gardée en mémoire. Dany, je vais vous demander une réponse courte, peut-être aussi si Alexandre veut venir, mais parce que ça explique aussi bien. Annie demandait quelle influence a la conjoncture mondiale sur les marchés, justement, ce rapport, cette transmission entre l'économie réelle. Oui, je vois Alexandre qui sourit, on peut faire 5 heures sur le sujet, on va faire beaucoup plus rapide, mais voilà, comment cette transmission fonctionne en fait ? Nous, quand on investit en bourse, on investit dans des entreprises. Les entreprises, en fait, elles vont vendre des produits, elles les vendent avec, si la croissance est bonne, beaucoup de volume, elles vont avoir une forte demande de la part d'autres entreprises ou de la part des consommateurs et elles vont pouvoir écouler leurs produits très facilement. La bonne croissance, c'est ça, c'est un consommateur, une entreprise qui investit, un consommateur qui consomme, une entreprise qui investit. Ça joue sur les volumes, la croissance. Après, on le verra sur l'inflation. Les entreprises, quand on investit en bourse, on investit sur des entreprises qui produisent des biens, elles vont fixer les prix avec le regain de la croissance qu'on a eu et le retour du risque inflationniste, elles ont fortement augmenté leur prix de vente. Et donc, du coup, en fait, une bonne conjoncture, c'est une conjoncture qui aurait une croissance assez stable, et surtout positive et assez régulière, avec une inflation qui n'est pas trop forte, parce qu'en fait, c'est ce qui a pénalisé, je comprends tout à fait la question de la personne qui vous la pose, ce retour de la croissance, pourquoi est-ce que c'est problématique, ce retour de la croissance aux États-Unis, là, sur l'été? C'est parce que ça fait un regain de pression inflationniste et ça remet les banques centrales contre les marchés. Et on va voir la hausse des taux que ça fait baisser la valorisation des entreprises. Bon, elle s'interrogeait aussi, Annie, sur l'influence des guerres. Ils sont gentils à la régie. Ils m'ont remis la question sur nos portefeuilles. Un mot peut-être rapide sur l'influence des guerres, forcément. Alors sur l'influence macroéconomique, elle est faible parce qu'au vu de la croissance qui tient bien, les marchés devraient monter comme un seul homme, j'allais dire. En revanche, elle est très forte sur l'interprétation qu'en fait le marché. Parce qu'en fait, le marché, il traduit ses chiffres économiques en qu'est-ce que va faire la Banque centrale à la prochaine étape. Et en fait, c'est ça qui fait bouger le marché depuis quasiment le début de l'année. Sur l'influence des guerres, sur l'événement lui-même, sur le déclenchement de l'événement, l'influence peut être forte. On l'a vu avec une hausse du prix du baril assez significative. Maintenant, cette hausse a été effacée. Donc globalement, disons que si ce n'est pas un conflit d'ampleur, et on l'a vu avec Russie-Ukraine, ça avait eu un impact fort. Aujourd'hui, ce qui se passe au Proche-Orient a un impact un peu moins fort sur les marchés. Donc c'est malheureux, mais on a l'impression que le marché s'habitue à ce contexte géopolitique plus que compliqué. Donc l'influence, elle peut être très forte brièvement, mais sur le long terme, laps de temps assez court. Voilà, c'est pas ce qui va diriger le marché. Bon, on referme cette parenthèse et on revient à nos moutons, si je puis dire. On a donc cette croissance qui baisse plutôt en Europe, plutôt dans les émergents en Asie, mais qui reste vigoureuse aux États-Unis. Et puis l'autre paramètre qu'on surveillait, Marie, c'était l'inflation. Oui, alors l'inflation, effectivement, je pense que c'est un des paramètres les plus importants pour expliquer les mouvements de marché qu'on a connus ces dernières années et tout l'environnement. Donc c'est vraiment, là on vous a mis un graphique avec les différentes inflations dans les différentes zones. Je pense que c'est peut-être un des graphiques les plus importants qu'on vous montre aujourd'hui. En fait, on a vécu depuis 2021 un retour très important de l'inflation. Et c'est vraiment un phénomène d'une ampleur qu'on n'avait pas connue depuis 30 ans. Donc par son ampleur, par la hausse forte de l'inflation, on est passé de 0% fin 2020 à plus de 10% en zone euro fin 2022. Donc vraiment très très important par son ampleur, par sa vitesse et par la surprise que ça a véhiculé chez tous les acteurs économiques en fait. C'était assez inattendu. Et en premier lieu, chez toutes les banques centrales de tous les pays quasiment, donc États-Unis et zone euro en tête, mais vraiment partout, et la Banque centrale américaine, et tous nous ont soutenus pendant plusieurs mois que cette inflation était temporaire, et donc n'ont pas agi pour contrer cette inflation, et ont un peu couru après derrière. Sans savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et donc c'est cette surprise qu'on a vécue
pendant ces années, en fait, a donné un contexte de marché très difficile. Et c'est vrai, il faut l'admettre, nous n'avons pas pu et su délivrer les performances espérées dans cet environnement-là. Donc, une déception sur ce mouvement. Et effectivement, les performances de ces dernières années, principalement en raison de ce changement de paradigme très important, ont été un peu décevantes par rapport à toutes les performances qu'on avait pu délivrer depuis la création du mandat jusqu'à 2020. Voilà. En revanche, ce qu'on voit aussi, si on veut maintenant regarder un peu vers l'avenir, c'est qu'on a maintenant cette inflation qui a largement reflué. En zone euro, on est retombé, le dernier chiffre qui a été publié la semaine dernière, à 2,9%. Donc on est passé de plus de 10% à 2,9%, là aussi de façon assez rapide. Donc la tendance, elle est là. Et c'est aussi une conséquence du ralentissement économique en zone euro, comme on l'a évoqué. Aux États-Unis, la situation elle est un peu différente, puisque pour le coup, cet été, on a eu un rebond de l'inflation, qui n'était là aussi pas forcément attendu. On est passé de 3 à 3,7% sur un an. Et du coup, ça, cet été, de nouveau, semait un peu le trouble sur les marchés. La question étant toujours de savoir ce que les banques centrales vont faire, jusqu'où elles vont aller. On a un peu plus de visibilité maintenant depuis la dernière réunion des banques centrales qui a eu lieu début novembre. Mais c'est vrai que du coup, la volatilité est revenue sur les marchés cet été et a pesé sur toutes les performances de toutes, et les actions et les obligations. Parce que ça aussi, c'est un phénomène nouveau où les deux ont baissé en même temps. On a eu l'occasion d'en parler dans les Bourses Focus, le retour de la volatilité sur les marchés. Et Alexandre, quelque chose, les fidèles de Boursorama le savent bien s'ils lisent les séances de bourse, qui est aussi devenu un véritable curseur, c'est le rendement des obligations à 10 ans, notamment américaines. Et au risque d'être simpliste, quand ça monte, les marchés actions n'aiment pas trop ça. Oui, quand ça monte, les marchés n'aiment pas trop ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les taux montent, les conditions financières sont plus restrictives, sont plus difficiles. Il y a moins de liquidités sur le marché. Ça va aussi avec une réduction du bilan des banques centrales. Donc à partir de ce moment-là, il y a juste moins d'argent finalement en circulation pour investir sur le marché action. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a moins d'intérêt à investir sur le marché action à partir du moment où vous avez un taux américain à 10 ans, mais on peut même prendre le 2 ans. Le 2 ans vous offre du 5 et quelques. C'est pas mal, on peut le dire, c'est tout à fait séduisant. On est retombé maintenant, plus récemment, sur le 10 ans, on est autour de 4,60. Ça reste quand même des niveaux élevés pour une dette qui est notée AA+. La dette américaine a perdu son AAA au cours de l'année. Ouais. Donc en fait, ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire l'intérêt qu'il y a à prendre un risque action par rapport au risque obligataire aujourd'hui, il est assez faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner complètement le marché action, puisque vous allez voir ce que je montre sur ce graphique, en fait, c'est que les taux américains, mais on pourrait parler des taux européens aussi, aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité d'investissement. Donc à partir du moment où je pense que les taux vont plutôt baisser, que le prix des obligations va augmenter, si vous voulez, on ne peut pas non plus être complètement négatif sur le marché action. Mais il faut prendre deux scénarios. Le premier, et c'est ce que disait Delphine, si on a un ralentissement de l'inflation, il faut voir pourquoi. Est-ce qu'on a un simple ralentissement de l'inflation, ce qu'on appelle un atterrissage en douceur de l'économie avec un petit ralentissement de la croissance, mais pas de récession forte? Mais dans ces cas-là, c'est plutôt bon pour les obligations et c'est plutôt bon aussi pour les actions. Pour les actions, ouais. En revanche, si on a un décrochage et un ralentissement fort de l'économie qui amène un ralentissement de l'inflation, c'est bon pour les obligations et ça l'est un peu moins pour les actions. Donc finalement, dans les deux scénarios, l'obligataire semble être aujourd'hui une opportunité. Le seul risque qu'il faut mettre en face, c'est si, et je reviens sur la question qui a été posée sur l'impact des guerres, si on a une forte inflation qui serait due à une résurgence du prix des matières premières, là les banques centrales seraient obligées d'être à nouveau restrictives, et ça c'est pas bon pour l'obligataire, mais aujourd'hui c'est pas notre scénario principal. Et je crois qu'on a justement un graphique sur l'intérêt de l'obligataire et le fait que c'est aujourd'hui une alternative aux actions, on peut le dire, Alexandre. Oui, c'est une alternative aux actions, et puis il faut se remettre dans le passé aussi, ça explique la déception qu'il y a pu avoir depuis des années sur la performance et notamment sur le défensif, c'est qu'on partait de taux qui étaient à 0
et qui sont montés, donc l'obligataire ne jouait quasiment plus du tout son rôle de parler de coussin. cette année 2022, très compliqué. Donc là, 2022, finalement, les profils prudents, ils font presque pire que les profils dynamiques. Il y a eu des indices actions qui ont fait mieux que certaines obligations d'État. Très contre-intuitif tout ça. C'est très contre-intuitif. Donc c'est une année de crise, 2022. Il faut remettre dans le contexte, si on prend... le mandat Sycomore a commencé début 2020, mais si on prend depuis 2018... quand même eu 3 crises consécutives. Le deuxième semestre de 2018 est très compliqué, il ressemble un petit peu à 2022 dans une moindre mesure. Il y a eu la crise Covid et il y a eu 2022. Donc c'était extrêmement compliqué de gérer dans un marché action particulièrement volatile d'une part et avec une classe d'actifs obligataires qui ne joue plus tellement son rôle. Volatile, une classe obligataire qui joue plus son rôle et un marché d'actions de plus en plus concentré, là aussi, avec, en gros, il faut être dans les dossiers qui marchent, et on parle de plus en plus des Magnificent Seven, les 7 magnifiques, si on parle des actions américaines, et là aussi, on se rend compte que finalement, quand on sort ces valeurs un petit peu hors normes de nos observations, eh bien, le portrait des marchés actions est un petit peu différent, enfin, même, voire beaucoup bien différent. Oui, c'est assez étonnant, parce qu'on s'attendait plutôt à ce que ces valeurs-là performent moins bien avec la hausse des taux cette année, finalement, c'est assez lié. Et puis, il y a eu 2 choses. Alors, en mars, il y a eu l'événement Silicon Valley Bank qui a fait que la Fed est tout de suite venue à la rescousse en réinjectant des liquidités, ce qui a permis finalement à ces grosses valeurs technologiques. Ça fait un petit peu peur d'ailleurs à l'époque, mais finalement, on est reparti assez vite. Oui, et uniquement grâce à la Fed, clairement, qui a répondu le lendemain. Et la deuxième chose, c'est... cette espèce d'engouement qui est presque le miroir de 2022, cet engouement pour la thématique intelligence artificielle qui est arrivé entre guillemets un peu de nulle part et qui a porté ces valeurs-là très très haut, notamment sur certaines valeurs de semi-conducteurs comme Nvidia par exemple. Le problème qu'on a, et vous le voyez sur le graphique où on compare le S&P 500 et le S&P 500 qui serait équipondéré. Voilà, exactement, merci la régie. Vous voyez que si vous n'êtes pas ou si vous êtes peu sur les 7 magnifiques, votre performance depuis le début de l'année, elle est négative. Donc les 7 magnifiques, je les ai pas tous en tête. Donc Apple, Google, Nvidia, Tesla, Microsoft, il m'en manque 2 là. Oui, voilà. Normalement, vous les avez, il doit y avoir un Netflix dedans. Et donc en fait, on voit que si on n'a pas ces valeurs-là aujourd'hui, la performance, elle est flat, à 0 ou légèrement négative. Nous, on a ce mandat d'une part de diversification, on essaye de diversifier le plus possible nos portefeuilles en termes de classe d'actifs, mais même à l'intérieur de la classe d'actifs actions. Et la deuxième chose, c'est pour ma part, mais je pense aussi parler pour Edmond Rothschild, on a un biais quand même investissement socialement responsable. Il faut voir une chose, c'est que dans les fonds investissement socialement responsable aujourd'hui, sur les 7 magnifiques, si votre fonds a à peu près du sens, vous pouvez en avoir que 2 globalement. D'accord. Un petit peu de déperdition. Il y a un petit peu de déperdition. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la performance. Il y a d'autres valeurs technologiques qui ont bien marché. Mais globalement, c'est encore une fois le Nasdaq qui a tiré, ou les valeurs technologiques dans leur ensemble, qui ont tiré les performances vers le haut. Et donc on le voit sur le S&P 500, on voit que dès qu'on a des valeurs industrielles, ou pire, des valeurs renouvelables, c'est presque un gros mot maintenant, vu de la performance, on voit que la performance est beaucoup plus compliquée dès qu'on est diversifié. Il fallait être concentré sur... j'allais dire 2-3 éléments de la cote, et on pourrait faire le parallèle en Europe, ou même en France, plus proche de nous, où si on avait du luxe, de l'énergie et un peu d'armement, on faisait globalement une bonne performance. Bon, voilà pour ce point. On voit qu'on est quand même en train de passer d'un marché très, très tiré par les indicateurs macroéconomiques, on l'a vu, la croissance, l'inflation. On a l'impression, en tout cas, que cet épisode de resserrement monétaire, il arrive à son terme, tant du côté de la Fed que de la BCE. Et on a l'impression que les résultats d'entreprise sont un peu en train de revenir au centre de l'attention. À quoi on peut peut-être s'attendre, Marie, dans les mois qui viennent sur ces résultats d'entreprise ? Alors, effectivement, quand on investit sur des marchés actions, on achète des entreprises. Donc, ce qu'on veut, c'est que les entreprises puissent délivrer des résultats. Et ce qu'on voit donc, sur le graphique, c'est les résultats qu'on peut attendre sur les 12 prochains mois. Alors, juste pour prendre un peu de recul, c'est vrai qu'on voit, période du Covid, tous les résultats ont fortement baissé, et puis rebondi derrière. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, sur ce graphique, c'est de voir en fait, que depuis 2022, finalement,
toutes les zones vont un peu dans des directions qui ne sont pas forcément les mêmes. C'était tout le monde a baissé pendant le Covid, tout le monde a remonté 2020-2021. Et puis on voit qu'à partir de 2022, il y a des divergences en fait, suivant les zones géographiques. Et donc ça crée aussi des divergences sur les marchés financiers. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aux États-Unis, en fait, on a quand même eu un ralentissement des résultats sur la fin 2022 et le début 2023. C'est beaucoup dû effectivement à un effet justement où on sort du thème Covid, on reste à la maison, on consomme à la maison, puisqu'on peut ressortir et faire des choses un peu différentes. Et puis aussi à toutes ces valeurs technologiques et les 7 valeurs dont on parlait tout à l'heure, qui ont du coup un peu reflué. Et depuis, avec notamment l'apport de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a un rebond sur ces valeurs-là. En Europe, c'est un peu l'inverse. On a eu une forte progression des résultats encore cette année jusqu'à maintenant et on commence à voir des baisses de résultats. On a un peu un pic qui est passé et les résultats ont progressé fortement, notamment, on va dire, pour les entreprises, grâce à l'inflation. Elles ont pu passer des hausses de prix et augmenter leurs résultats, entre autres avec ça, mais toujours une consommation soutenue. Donc ça, on est un peu dans des mouvements un peu différents aux États-Unis et en Europe. On ne s'attend pas à ce que les résultats rebondissent fortement l'année prochaine parce que les politiques monétaires restrictives, des taux qui sont très élevés maintenant, ça commence à pincer quand même sur l'économie et donc sur les résultats des entreprises. Mais notre scénario principal n'est pas pour une forte récession l'année prochaine. On parlait des divers scénarios, notamment en termes économiques, et donc du coup, les résultats devraient pouvoir se tenir. En zone euro, on a un ralentissement, donc ça pourrait un peu être plus problématique pour les premiers trimestres avant de se stabiliser et de reprendre. C'était une question de Bruno. 2024 peut-elle être une bonne année pour les marchés actions, notamment en zone euro. On a pas mal de questions qui tombent. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais vous demander d'être synthétique dans vos réponses parce qu'il y en a beaucoup. Donc on va vraiment essayer d'en passer quelques-unes en revue avec des réponses rapides. Une question de Polybi en gestion pilotée. Sécurisez-vous les plus-values durant les périodes fastes pour amortir le choc des périodes plus difficiles? Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. J'imagine que c'est la même réponse pour Edmond de Rothschild? Non, on ne sécurise pas de façon automatique. Maintenant, quand un fonds n'a pas très bien performé parce qu'il a eu des vents contraires, il a été embarqué par une macroéconomie, alors que lui, son travail de tous les jours dans cette entreprise-là ou dans cette thématique-là fonctionne très bien, on va plutôt en remettre. Et à l'inverse, un fonds qui aurait très bien performé pour des raisons qui sont un peu externes à la thématique de ce fonds-là, on va plutôt prendre les profits, réduire. Donc en fait, vous n'allez pas voir des grands changements dans les noms des fonds que vous avez en portefeuille. Supports, oui. Par contre, on pilote vraiment au niveau des poids. Oui. On allège les fonds qui ont bien performé et on renforce les fonds qui ont moins bien performé. Alors, ne m'enlevez pas tout de suite les questions à la régie, sinon je ne peux plus les lire. Heureusement, je me souviens en partie. Question de Timothée qui nous demandait est-ce qu'il y a des poches de performance ou est-ce que vous en avez identifié? Là aussi, réponse rapide parce qu'on a plein de questions qui permettraient justement de surperformer le marché. Alexandre? De surperformer le marché action, j'imagine. Oui, j'imagine aussi, oui. Alors, oui, on a des thématiques, on en a parlé, que ce soit les valeurs technologiques par exemple. Je pense aussi qu'en termes de classe d'actifs, aujourd'hui, que ce soit les obligations d'État ou les obligations d'entreprise, elles pourraient permettre de surperformer le marché action. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire. On pensait les avoir identifiés. Il faut quand même voir qu'il y a un risque d'erreur qui n'est pas neutre. Typiquement, en début d'année, on avait des petites et moyennes capitalisations. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier webinaire qu'on a fait ensemble, je disais pas de récession pour 2023. Alors globalement, on n'a pas eu de récession. Oui, pour le coup, ce scénario est tenu. 2023, mais le marché a payé très vite. Les petites et moyennes capitalisations ont très bien performé sur les 6 premières semaines de l'année. Et puis après, voilà, ça a rebaissé. Sur l'Asie, on attendait un redémarrage avec la Chine. On l'a dit, on a eu beaucoup d'espoir, on a été déçus. Donc, on a essayé d'identifier des poches qui pouvaient nous faire surperformer le marché action. Pour l'instant, elles n'ont pas vraiment pris. Même question pour vous, mesdames. Oui, nous, on a identifié quatre états du monde en fonction de la croissance et de l'inflation. Ce qu'on attend pour l'année prochaine, c'est un ralentissement de la croissance, pas une récession, mais un ralentissement de la croissance. Et le problème de l'inflation qui va bientôt être derrière nous avec des banques centrales qui seront moins à la manœuvre et qui pourront même peut-être soutenir la croissance
si la croissance décélère trop. Et dans ces cas-là, dans ce cadran-là, en fait, on a notre mode d'emploi qui est prêt. Il faut acheter des valeurs qui sont plus résilientes au cycle, à un cycle qui pourrait se dégrader. Ces valeurs-là, ce sont des valeurs, par exemple, technologiques, des valeurs qui misent sur des thématiques d'avenir, des valeurs qui sont plus défensives et avec un chiffre d'affaires qui va être moins sujet à la croissance économique. Par exemple, la santé, c'est quelque chose qu'on pourra mettre quand on arrivera sur cette phase de ralentissement Priorité aux défensives un petit peu. Priorité aux défensives. En fait, on a déjà rentré un petit peu ce thème parce qu'on anticipait un peu trop tôt ce ralentissement et on ne l'a pas eu aux États-Unis. On a quand même anticipé ce thème de ralentissement économique en allant vers des valeurs plus défensives dans le portefeuille. Malheureusement, comme il n'y a pas eu de ralentissement aux États-Unis, ce sont ces valeurs défensives qui n'ont pas du tout défendu les performances du portefeuille. Ouais. On voit bien là, avec vos explications, Delphine, comment le rapport entre macroéconomie, marché financier et quelquefois la distance entre l'un et l'autre peut compliquer la tâche des gérants. Voilà pour cette explication de contexte. On va bien sûr venir dans le détail des mandats, de leurs performances, mais on va faire un petit détour quand même pour réexpliquer avec vous, Caroline, ce qu'est le contrat Boursorama Vie, remettre quelques infos, voilà, se remettre quelques infos en tête avec une slide qu'on aime bien d'ailleurs pour présenter ce contrat. Oui, effectivement, Laurent, on a eu quelques questions au moment de l'inscription pour qu'on rappelle comment fonctionnaient un petit peu les frais, si on pouvait changer de mode de gestion et quel était un petit peu le process. Donc on vous a remis les grandes caractéristiques sur la slide. Donc il n'y a pas de frais d'entrée, vous l'avez senti puisque vous avez déjà votre contrat, mais pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais sur les rachats. Il n'y a pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée, qui est un point par rapport à nos concurrents assez intéressant, puisque c'est la même tarification que vous soyez en gestion libre ou en gestion pilotée. Pas de frais sur les versements libres ou les versements programmés, une gestion 100% en ligne, des versements complémentaires à partir de 300 €. Et effectivement, le changement de mode de gestion, donc passer de libre à gestion pilotée ou de gestion pilotée à gestion libre, peut se faire à tout moment sans frais. On peut aussi, au sein de la gestion pilotée, changer de mandat, choisir de passer d'un profil défensif à équilibré ou d'un profil dynamique à un profil défensif, à tout moment sans frais également. Donc là-dessus, on est sur un J+2 entre le moment où on est sur son mode de gestion 1 pour passer au mode de gestion 2. Et je ne veux pas semer la zizanie entre les intervenants ce soir, mais on peut même changer de gestion pilotée. Tout à fait, oui, effectivement, dans un de nos... En toute amitié. Donc voilà, on l'a dit, les nombreuses options du contrat Boursorama Vie et les deux grandes distinctions, enfin en tout cas les deux grandes catégories, la gestion libre, la gestion pilotée. Tout à fait, Laurent. Donc on vous le met à cet endroit-là. Les deux grandes différences entre ces deux modes de gestion, c'est que d'un côté, vous gérez seul votre portefeuille, l'allocation et le poids des différentes lignes de votre contrat en gestion libre. Et à côté, donc on viendra plus en détail tout à l'heure, la gestion pilotée où là, on délègue entièrement la gestion de son contrat à nos experts. Un point important, on ne le répétera jamais assez, c'est celui de prendre le temps, même si c'est un petit peu rébarbatif, je le dis à chaque fois, ils vont dire que je radote nos téléspectateurs, de bien prendre le temps de remplir son profil investisseur. Ça détermine beaucoup de choses. Oui, effectivement, à l'ouverture du contrat ou même en cours de vie du contrat, en général à chaque acte, on vous pousse ce questionnaire donc qui va vous redemander des grandes caractéristiques par rapport à votre horizon de placement, la prise de risque, on se dit, ils sont pénibles, les objectifs, voilà, mais c'est utile. Mais c'est utile déjà pour se connaître en tant qu'investisseur et aussi pour que nous, Boursorama, on puisse vous faire la meilleure des recommandations possibles, qui va donc correspondre au profil investisseur qu'on aura déterminé. Et donc, en fonction de ce profil investisseur, on va vous recommander soit un mandat de gestion pilotée pour se laisser guider et laisser son contrat se faire gérer par nos experts, ou alors, quand on a un profil très prudent, on va plutôt sur des fonds euros ou sur le PAC Harmonie, dont je vais revenir un petit peu après. Question d'Antoine en direct, pouvons-nous avoir de la gestion pilotée et de la gestion libre sur le même portefeuille, par exemple un 50-50 ? Alors aujourd'hui, seuls les clients qui sont en gestion libre peuvent ajouter une poche en gestion pilotée. Mais là, on travaille pour que d'ici fin d'année, début d'année prochaine au plus tard, les clients qui sont en gestion pilotée puissent également ajouter une poche en gestion libre. Attention, les annonces faites pendant les webinaires, moi je vous les rappelle la prochaine fois. Mais généralement, on s'y tient. Bon, d'accord. Donc voilà, pour cette possibilité, Antoine, qui sera bientôt ouverte. C'était une question de Chalmutin aussi. Est-il possible d'avoir les deux modes de gestion au sein du même contrat ? Alors c'est possible
de rajouter, si j'ai bien suivi, actuellement de la gestion pilotée sur la gestion libre. Exactement. Et bientôt, ce sera possible de rajouter de la gestion libre sur de la gestion pilotée. Tiens, qu'est-ce qu'on retrouve au sein de cette gestion libre, Caroline, puisqu'on en Alors, parle? rapidement, donc on a une diversité de supports assez intéressante. On étoffe la gamme régulièrement, notamment, on en parlait tout à l'heure, on profite aussi du contexte actuel de taux pour reproposer des produits qui n'étaient plus très intéressants jusqu'ici. Donc, on va parler notamment des produits structurés. Aujourd'hui, au sein de notre offre, on propose tous les mois un produit structuré à capital et coupon 100% garanti. Donc là, on a 0 risque, puisqu'on récupère son capital au bout des 2 ans, ainsi que le coupon qui est garanti. On est sur du 6% net au bout des 2 ans. D'accord. Et en complément, pour effectivement proposer une offre à nos clients qui sont très sécuritaires, je l'évoquais tout à l'heure, on a lancé en début d'année le pack Harmonie, donc pour faciliter le choix des clients qui souhaitent aller en gestion libre, en proposant donc une offre à 50-50, 50% sur le fonds euro exclusif et 50% sur le produit structuré dont je vous parlais, donc, qui fait partie de la gamme Harmonie Coupon. Donc voilà, ça c'est pour étoffer notre gamme et je cite également, donc on a renforcé notre offre en produits support immobilier, donc SCI, SCPI, OPCI. On a lancé récemment des fonds datés aussi, donc fonds obligataires à échéance qui reviennent Il y a également. un webinaire sur le sujet qui est en replay, vous pouvez le consulter en ce moment sur Boursorama. Exactement. Et j'en profite également pour rappeler que jusqu'au 31 décembre, donc si le contrat d'assurance vie a au moins 50% d'unités de compte, l'assureur, donc Generali, vous versera 0,50 supplémentaire sur la participation aux bénéfices sur le fonds euro de l'année prochaine. Ah ben voilà qui est bon à savoir. Voilà donc pour les options de la gestion libre et bien sûr la gestion pilotée. La gestion pilotée, donc là je vais laisser la parole à nos experts. Donc avec les la différents gestion mandats. pilotée Edmond Rothschild d'un côté. Alors, on voulait faire un petit point sur les versements. Alors, juste pardon, Delphine, oui. avant, donc on rappelle, donc cette gestion, elle a été mise en place quand la gestion Edmond Rothschild Edmond Rothschild, c'est 2009. Voilà, 2009, avec 5 profils actuellement, c'est ça? Oui, avec un mandat défensif, donc qui comprend une grosse composante obligataire, puisque c'est ce qu'on a considéré être comme défensif normalement quand la croissance ralentit et qu'il se passe un choc ou qu'il se passe un choc sur les marchés, c'est la partie obligataire qui vient défendre. En temps normal, en temps normal, on a vu que ça pouvait être parfois un peu plus compliqué. Depuis 3 ans, c'est un peu plus compliqué. On a un mandat offensif tout en bas qui, lui, plus offensif, il va aller prendre des risques et il va aller prendre également des paris un peu plus exotiques. Il a une touche d'action plus importante et tournée vers les émergents. Et entre les deux, eh bien, vous avez un panel de choix, une gradation. Donc, par exemple, le mandat équilibré, c'est un 50-50 actions-obligations. Le mandat dynamique, on est sur 70% actions, 30% obligataires. Et puis, le mandat réactif, alors lui, on le positionne quand on est très enthousiaste et prêt à prendre du risque, on va plutôt aller le positionner vers le mandat dynamique ou offensif. Et puis, au contraire, quand on est plus prudent, et c'est le cas actuellement, il va plutôt se rapprocher d'un équilibré. Voilà, et donc d'où l'importance aussi de bien remplir son profil d'investisseur pour savoir le mandat qui peut être adapté à votre ratio, en tout cas à votre scénario risque-performance. Du côté Sycomore Asset Management, Alexandre. Alors, on a un peu moins de granularité, on a 3 profils, mais ça nous paraît pas mal déjà avec un défensif qui va aller en maximum, en maximum action plus obligation à haut rendement à 40%. On explique très rapidement le haut rendement. Donc les obligations d'entreprise qui sont grosso modo les moins bien notées, mais qui donnent un peu plus de rendement. D'accord. Sur l'équilibré, on sera sur le même critère, un maximum de 60% et maximum 85% sur le dynamique. Donc les horizons de placement sur le défensif, on conseille au moins 3 ans. Et sur les 2 autres, au moins 5 ans. Donc nous on a démarré beaucoup plus tard, 10 ans après les drames, toute fin 2019, mais disons que les premiers clients, les premiers investisseurs sont arrivés début 2020. Je reprécise aussi pour ceux qui ne connaissent pas que c'est géré en fonds de fonds, donc on sélectionne des OPCVM et non pas des entreprises directement. Donc on fait de la sélection de gérants et la particularité, même si on a un peu tous maintenant cette facette, c'est que tous les produits à l'intérieur du portefeuille sont labellisés ISR, donc investissement socialement responsable, et vous retrouvez de toute façon à chaque reporting, quel que soit le profil, toutes les lignes sur lesquelles nous sommes investis, donc vous pouvez vérifier aussi que je fais bien ce que je dis. Que tout est bien fait. Et donc souvent on a une gestion, disons, multithématique.
ce qu'on essaye d'éviter maintenant depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on a vu que la gestion thématique, hormis peut-être la tech, marchait moins bien. Oui. Donc on n'a pas peur de se désengager aussi de ces thématiques tout en restant labellisé ISR et en essayant de se coller un peu plus au marché. Parce que parfois il faut être un peu humble et dire qu'on ne peut pas, finalement, on n'a pas les armes aujourd'hui pour battre le marché action, du moins on ne les avait pas en 2022 et en 2023 non plus au vu des performances. Donc on essaye de se recoller un petit peu plus au marché en laissant tomber une partie des thématiques, mais en général on va retrouver plutôt des thématiques de long terme. Donc on peut citer la transition énergétique, mais il y a aussi le vieillissement de la population et plein d'autres, le transport, la construction, etc., etc. Bon, et on verra si on a des questions ISR, mais sans vous jeter des fleurs, Alexandre, on peut quand même dire que Sycomore Asset Management, c'est aussi quand même un pionnier de la gestion ISR. Oui, voilà. On garde cette patte-là dans la gestion des profils de Boursorama. Bon, autant vous dire, on a eu au moment de l'inscription énormément de questions sur la performance des différents mandats. Alors, je ne vais pas toutes les citer là, ce serait très long. En tout cas, on a décidé de faire un point spécial justement pour expliquer la performance en général, comment elle s'obtenait, comment aussi parfois, on l'a déjà un petit peu évoqué, les marchés sont contrariants et c'est pas simple. Donc, on va faire un focus à la fois, d'une part, d'Edmond Rothschild Asset Management et de Sycomore Asset Management. Et je crois que vous aviez des choses justement à nous montrer sur le sujet, Delphine, notamment au sujet des versements programmés. Oui, on a eu des questions. On a eu par exemple une question de Christophe qui nous dit j'ai une gestion pilotée depuis bientôt 10 ans avec une performance négative alors que sur le site on voit une performance positive. Il m'a paru important pour répondre à Christophe. La cite, Christophe, je pense que c'est celle-là dont vous faites allusion. J'ai un contrat de gestion piloté en mandat équilibré depuis bientôt 10 ans et je suis actuellement à moins 6,76%, c'est précis. Comment pouvez-vous annoncer 25,68% sur le site pour la même période? Elle est là, cette question. Alors, je ne suis pas revenue sur 10 ans d'historique parce qu'en fait, sinon, on ne verrait plus rien sur le graphe. Et j'ai pris la période de 3 ans, de 50 mois, en fait, pour être précise, en septembre 2019, avec deux investisseurs. Un investisseur qui investirait 5 000 € d'un coup en septembre 2019 et un autre investisseur qui, lui, investirait 100 € pendant 50 mois et donc qui a bien dépensé la même somme, 5 000 €, mais il va investir progressivement tous les mois. Et ce qu'on voit en fait, donc la ligne rouge et la ligne bleue qui sont les traits pleins, c'est la performance de cet investisseur qui aurait investi en une fois en septembre 2019, juste avant le Covid. 3 ans de performance positive sur les marchés. La courbe rouge, il est allé à l'international, il a diversifié son portefeuille, comme nous le faisons, nous, Alexandre, Marie et moi, dans la gestion. On investit à l'international. Et bien nous en a pris puisque la courbe rouge est la plus performante. Elle redémarre tout de suite en trombe. Et puis sinon, il a un petit biais domestique, il investit dans le CAC 40, c'est la courbe bleue pleine. Dans les deux cas, on voit qu'il a mis 5 000 € au départ et à la fin, il a un peu plus de 5 000 €, qu'il ait fait le choix des actions internationales ou des actions domestiques françaises. La performance est la même. Quand on va prendre l'investisseur, quand on regarde l'investisseur qui lui fait ses versements programmés, il est en phase d'accumulation, il n'a peut-être pas 5 000 € à mettre tout de suite dans ses investissements, sur son contrat, il va investir progressivement mois après mois. Et bien, en fait, il achète le CAC ou les actions internationales progressivement à des niveaux de cours qui sont variables et qui sont représentés par les traits pointillés. Voilà. Sa performance, on le voit, les traits pointillés, est-ce qu'il fallait investir d'abord sur les actions internationales qui, on l'a dit, elles ont très bien fait, elles sont reparties beaucoup plus vite après le Covid, ou est-ce qu'il fallait investir sur les actions domestiques qui ont été un peu plus lentes au démarrage, le CAC il a été un peu plus en souffrance au démarrage, et bien en fait c'est le CAC qui gagne. C'est assez surprenant comme résultat. Et pourquoi ça? Parce que le CAC, en fait, pendant jusqu'en 2022, il a mis beaucoup de temps à rattraper les actions internationales. Donc, quelqu'un qui investit progressivement 100 € par mois, en investissant sur le CAC, il a des meilleurs points d'entrée. Et c'est ça qui explique ce phénomène de lissage des performances
quand vous êtes sur un investissement programmé 100 € par mois, finalement, ce qui vous importe, c'est de pouvoir investir à bon compte et donc de prendre des points d'entrée intéressants. Et aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, Alexandre. Aujourd'hui, on a des points d'entrée qui sont intéressants sur les marchés. Mais quand je vous écoute, je ne fais pas un all-in quand même, Delphine. Non. J'essaye plutôt de rentrer progressivement. On reste progressivement. Oui. Peut-être que le 100 € qu'on a fait, on a eu pas mal de questions qui disaient j'ai mis 100 € pour tester. Bah, peut-être que là, vous avez testé. On peut mettre un peu plus. Les points d'entrée sont assez intéressants. On conseille toujours l'investissement programmé. Ça permet de lisser la performance. Est-ce qu'on a l'équivalent sur les marchés obligataires ? On a l'équivalent sur les marchés. Oui, on a fait l'exercice aussi sur les marchés obligataires, effectivement. Donc, on a pris comme marché obligataire des emprunts d'État de la zone euro avec une échéance, une maturité de 3 à 5 ans. Et là, en fait, l'explication est à peu près la même, mais ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'en fait, vous voyez que depuis fin 2021, la courbe bleue en trait plein, elle a baissé. Donc on a perdu de l'argent sur les marchés obligataires, on l'a répété déjà plusieurs fois, mais c'est effectivement assez important. Et surtout, on n'en a pas regagné. Et donc en fait, on est toujours assez bas sur les marchés obligataires. Si on avait investi 100 € tous les mois pendant 50 mois, on aurait aussi perdu un petit peu d'argent puisqu'on ne serait pas à 5 000 € investis. Mais en revanche, on a des meilleurs points d'entrée et donc là, on arrive même à avoir un petit peu plus que si on avait investi tout d'un seul coup fin septembre 2019. Mais là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le marché obligataire n'a pas rebondi. Et donc, ça reste c'est pour nous un investissement qui peut avoir aussi de l'intérêt aujourd'hui et qui peut retrouver à ces niveaux-là sa capacité de valeur refuge, c'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive dans un environnement économique un peu plus faible, à ce moment-là, les banques centrales retrouvent de la capacité éventuellement à baisser les taux pour relancer l'économie ou à intervenir. Et donc, les marchés obligataires retrouveront de la valeur. On avait une question, cette question c'était sur le mandat défensif. On avait une question aussi sur le mandat réactif, une question de Thomas. Concrètement, quelles actions faites-vous pour piloter nos assurances vie ? Alors voilà, vie ma vie de géant, il va falloir expliquer un petit peu comment ça se passe tout ça au jour le jour. Je ne vois pas d'action particulière depuis l'ouverture de mon assurance vie et de mon Rothschild Asset Management en mandat réactif. Alors, comment ça se passe la vie d'un gérant, d'une gérante en l'occurrence, de 2 gérantes ? Le mandat réactif, jusqu'en 2021, début 2022, il était positionné plutôt vers un mandat dynamique. C'est ce qui lui a permis de prendre le rebond en 2020-2021. Et puis, avec le retour du risque inflationniste et les banques centrales qui étaient à la manœuvre et qui étaient prêtes à désarmer un petit peu les marchés actions, on a repositionné le portefeuille réactif plus près de l'équilibré. Donc le portefeuille réactif, on a un petit peu réduit, on a réduit l'exposition action du portefeuille réactif. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a réduit le risque du portefeuille? On a enlevé des actions pour les mettre sur l'obligataire. Et c'est là où je pense que ça a peiné pour la performance du portefeuille réactif, puisqu'on a vu les marchés actions ont mieux absorbé l'inflation que les marchés obligataires. Bon. On avait une question aussi sur le mandat dynamique de Christophe. La gestion pilotée de Rothschild en mandat dynamique a délivré de très mauvaises performances sur 2023, en deçà des moyennes de marché. Comment expliquer cette contre-performance? À quoi s'attendre en 2024? Alors, si on savait, on serait content. On a préparé un graphique sur le mandat dynamique. Donc le mandat dynamique, il est essentiellement composé d'actions. Donc on a pris uniquement la contribution, alors plutôt le slide 14, ouais. On a pris uniquement la contribution des fonds actions. On a dit le marché actions finalement était dans la durée depuis 3 ans plutôt porteur. Néanmoins, il a été difficile à manœuvrer. Donc du coup,
En bleu, on retrouve, pour tous les fonds qu'on a nommés en bas, on retrouve en bleu les fonds qui ont apporté une contribution positive à vos portefeuilles, et vous voyez qu'ils sont plutôt nombreux. En revanche, on a aussi une partie rouge qui représente à peu près un tiers du portefeuille, et avec du trait rouge des portefeuilles des fonds dans lesquels on a investi, qui ont beaucoup coûté en performance au mandat dynamique. Ces fonds-là, quels sont-ils? Ce sont des fonds qui investissent dans les entreprises d'avenir. Des entreprises d'avenir qui sont du coup très exposées au risque de taux. Ces entreprises d'avenir, elles sont de 3 ordres. Le premier ordre, ce sont des entreprises qui sont tournées vers la transition énergétique. Il faut financer le monde de demain. Ça demande des besoins de financement. C'est plus difficile à financer avec des taux qui sont plus élevés. Le deuxième type d'entreprises d'avenir, ce sont des entreprises qui sont tournées vers la croissance avec des investissements technologiques. Et en fait, la technologie a été très très pénalisée en 2022 avec la hausse des taux. Ce n'est qu'une revalorisation de leur cours de bourse, mais pas seulement. Marie l'a dit, ces entreprises technologiques, en fait, elles ont beaucoup bénéficié pendant le Covid de tout l'engouement pour la technologie dont on a eu besoin en restant chez nous. Et en fait, elles ont rendu aussi de la performance en 2022. Donc ces entreprises technologiques, 2 chocs, choc des taux et puis choc de l'après-Covid. Et le troisième type d'entreprises tournées vers l'avenir qui ont pénalisé et qui sont dans le rouge dans ce graphe-là, ce sont les entreprises small et mid-cap qui depuis 3 ans sont en souffrance. Petites et moyennes valeurs, pour Pourquoi parler en français, comme l'évoquait Alexandre. Pourquoi les petites et moyennes valeurs sont des valeurs d'avenir? Parce que notre objectif, quand on sélectionne des fonds qui investissent dans ces entreprises, c'est que les gérants de ces fonds-là sélectionnent des entreprises qui sont aujourd'hui petites mais qui demain deviendront grandes. Et en fait, dans un environnement de forte volatilité, de la croissance et de l'inflation, forte hausse des taux, ces entreprises, pour devenir grandes, elles ont besoin de se financer. Et avec le retrait de liquidité des banques centrales, il y a eu aussi un effet valeur-refuge où les investisseurs sont allés mettre leur argent dans les grandes entreprises réputées plus stables, moins besoin de financement, et ont fortement délaissé les entreprises de petite capitalisation. Bon, voilà pour une partie des explications des performances sur les différents mandats. En tout cas, les questions que vous avez posées. Même développement, j'ai envie de vous dire, pour vous, Alexandre, sur ces 3 mandats, effectivement. Oui. Pour commencer, il y a une question qui a retenu mon attention. Alors, il faut peut-être préciser que on lit quand même les questions des gens. On a lu toutes les questions au moment de l'inscription. Voilà. On comprend leurs inquiétudes, le fait qu'ils soient concernés, déçus par la performance. Ça, on l'a bien en tête. Il y a une question peut-être qui m'a marqué, parce que je pense que si ça a été mal compris, c'est que j'ai mal expliqué quelque chose. C'est pourquoi vous ne faites pas la performance de la bourse, du marché boursier. Donc ça, c'est revenu assez souvent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas... Alors, je schématise, la bourse, j'imagine, je suppose que c'est le CAC 40. Nous n'avons pas le mandat pour faire la performance du CAC 40. On aurait pu poser exactement la même question en 2020 quand on faisait mieux que le CAC 40. En général, on la pose quand on fait moins bien. Il faut bien comprendre qu'on a des mandats qui sont, comme l'a très bien dit Delphine, diversifiés à l'international. Donc, on cherche, j'allais dire, des poches de diversification qui peuvent faire qu'on surperforme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, on se trompe, parfois, on fait les mauvais choix, ça arrive. On a beaucoup cru à la Chine, on a beaucoup cru aux petites et moyennes capitalisations, et on y croit encore d'ailleurs sur un horizon de long terme. On y croit évidemment. La transition énergétique, est-ce que j'ai vraiment besoin de poser la question? On a besoin d'y croire. Fini Oui, à un moment donné, voilà. Donc, effectivement, là, on est dans une optique un petit peu court-termiste de se dire finalement c'est les énergies fossiles qui marchent bien, peut-être que la transition n'arrivera jamais. Non, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, année après année, là sur les 2 dernières années, les renouvelables font moins bien que les énergies fossiles. Néanmoins, ça n'empêche pas de continuer à y croire, comme l'investissement socialement responsable de manière générale. Donc, la performance, j'allais dire, finalement, on peut se flageller autant qu'on veut. C'était des années difficiles. Il y avait des petites niches sur le marché qui fonctionnaient bien, et j'inclus le CAC 40 dans ces petites niches, parce que c'est que 40 valeurs. Et donc, on n'a pas forcément réussi à les saisir, mais on les a saisis en partie. Et c'est ce que je montre sur les différents tableaux de contribution. On peut montrer slide. Les différents profils, effectivement. On voit qu'en fait, sur ces contributions-là,
j'allais dire, il y a autant Vous nous expliquez un peu comment lire la slide, Oui. quand même, Alexandre, parce qu'on peut être un petit peu désarçonné. Alors, la première colonne, c'est juste les fonds numérotés. On n'a pas mis le nom des fonds qu'on sélectionne Oui. ici. La performance depuis le début de l'année sur les tableaux de gauche et la contribution, c'est-à-dire la performance multipliée par la pondération Très clair. dans le portefeuille. Et c'est la même chose sur 3 ans dans les tableaux de droite. Et donc, c'est peut-être encore plus parlant sur 3 ans. On voit que, j'allais dire, il y a eu autant de contributions très positives, des performances à 2 chiffres, que des performances négatives. Mais comme le disait Delphine, ça a été difficile à piloter. On passe des arbitrages, on joue toujours avec les pondérations, on ne sécurise pas tout d'un coup, on ne fait pas de grands mouvements de balancier dans les portefeuilles. Néanmoins, on arbitre, j'allais dire, pas au quotidien, mais presque. Et donc, malgré ça, malgré ces bonnes contributions, on a une performance qui souffre. Alors, il y a eu des arbitrages qui n'ont pas été bons. On peut montrer les autres profils en régie. Oui, si vous voulez, ça permet aux gens de pouvoir équilibrer, on voit pareil. Et puis, vous avez le total, donc c'est sur 3 ans la performance nette que vous avez en bas, et year to date sur le profil équilibré, et pareil sur le profil dynamique. Year to date, on explique aussi. Depuis le début de l'année, Merci. pardon. C'est l'habitude. Et donc, mais en termes de perspective, parce qu'on va quand même essayer de terminer sur une note positive, je l'ai dit, alors évidemment, je ne vais pas m'engager sur des chiffres et je ne sais pas quelle sera la performance future. Mais ce que je peux dire, c'est que l'obligataire s'est reconstitué une espèce de coussin qui On est va revenu sur permettre... une orthodoxie financière qu'on Eh oui. avait perdue finalement. Exactement, Oui. qui finalement donne au défensif un peu d'air. Oui. Et ce qui est assez intéressant, en tout cas pour nous, Sycomore, c'est qu'aujourd'hui, depuis création, depuis le jour 1, et finalement c'est le défensif qui fait le mieux. Donc, comme quoi. Et ce défensif-là, je pense qu'il est assez intéressant parce qu'on a des obligations d'État, on a des obligations d'entreprise qui donnent encore plus de rendement aujourd'hui que ces obligations d'État. Donc déjà, ce pool-là, qui est la majeure partie du portefeuille, peut constituer un vecteur de performance assez intéressant. Et derrière, je le disais, il ne faut pas abandonner complètement le marché action. On attend des résultats qui, globalement, se tiennent sur l'année prochaine. Et donc, ce serait dommage de ne pas en profiter, d'autant plus que si les taux rebaissent, toutes les thématiques qu'a évoquées Delphine fonctionneront normalement. Ouais. Bon, je vois l'heure qui tourne, il est 19h20, on a encore plein de questions à traiter, donc là, pareil, je vais vous demander d'être super synthétique dans vos réponses. On va prendre des questions qui ne sont pas forcément... On va essayer de prendre le maximum de questions possibles. Question pour vous, tiens, Caroline Franck, le pack Harmonie est nouveau. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste ? En fait, c'est la sélection en gestion libre de 2 fonds. Donc, le fonds euro exclusif, qui est un fonds euro donc niveau de risque 1, et un produit structuré à capital et coupon garanti. Donc là, le capital sur ce fonds est bloqué pendant 2 ans pour pouvoir, à l'issue des 2 ans, récupérer son capital plus 6% net au bout des 2 ans. On peut sortir bien sûr avant, sauf qu'on sort à la valeur liquidative du fonds, donc on ne sait pas ce que peut faire le fonds durant ces 2 ans-là. En revanche, si on reste jusqu'au bout, on a bien son capital et les coupons qui sont garantis. Bon. Voilà. Et l'objectif, du pack Harmonie, c'est de combiner ces 2 supports, donc la sécurité du fonds euro et la recherche de performance de ce support qui reste tout de même sécurisé puisque le SRRI, donc le niveau de risque de ce fonds, était également à 1 comme le fonds euro. Question aussi pour vous, Caroline, je pense, mais je ne suis pas bien sûr de la comprendre. Question de DDC, est-il possible d'effectuer des arbitrages programmés dans le profil libre ? Alors, l'option existe. Oui. En revanche, pour le moment, elle est en papier. Ah. C'est formulaire papier. Voilà. Un petit peu lourd. Une question de Timothée qui nous dit « J'ai une assurance vie en gestion pilotée chez vous avec des performances pour l'instant négatives. J'ai donc arrêté toute alimentation de ce compte. Dois-je du coup faire l'inverse avec un versement régulier ?» On ne fait pas de conseil en investissement, Timothée, mais vous pouvez compléter ma réponse. Ce qu'on comprend, c'est qu'on est retourné dans une situation des marchés économiques, financières qui est un petit peu plus lisible, j'ai envie de dire, que ce qu'elle a été à un moment où effectivement marché, actions, obligations étaient décorrélés. J'avais d'ailleurs cette question aussi, que je n'ai plus sur la tablette, mais c'est pas grave, je m'en souviens aussi, qui était une question qui était est-ce que finalement, dans quelles conditions les marchés, actions pourraient se retrouver à surperformer l'obligataire en 2024 ? Dans vos scénarios, vous l'avez, ça ?
Oui, enfin, si on a une baisse de taux qui justifie ce qu'on appelle une expansion de... Pour le moment, les banques centrales disent pas tout de suite, les baisses de taux. Oui, alors on parle de mi-2024, Ouais. donc ça peut jouer quand même Ouais. sur une partie de l'année. Ça peut aller très vite sur le marché action, la conséquence. Donc oui, il y a des scénarios. Si la croissance des résultats est très bonne, typiquement là ce sera quelque chose de microéconomique, j'allais dire, normalement le marché action devrait payer. Alors, 2024, quels scénarios sont les scénarios privilégiés chez Mondreki? On peut avoir un scénario où les entreprises, les actions seraient privilégiées si on a vraiment un atterrissage très en douceur, pas forcément de crainte de récession ou de ralentissement économique, sans pour autant avoir un regain de l'inflation. Donc les taux resteraient à ces niveaux-là. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir le rendement obligataire, mais pas de performance supplémentaire. Et dans un contexte comme celui-là, les résultats des entreprises se tiendraient et délivreraient des performances sur les marchés actions qui pourraient être supérieures à celles des marchés obligataires. Bon. Les Américains, ils ont une expression, c'est Goldilocks, Oui, et c'est boucle boucle d'or en Boucle français. d'or, oui. Voilà. On est un peu Scénario rêvé, quoi, en sur gros. la tranche entre pile ou face quand même. Ouais. C'est pas évident. Non, nous, ce qu'on pense, c'est quand même qu'il va y avoir un petit ralentissement un peu plus marqué et que les résultats, ça va quand même un petit peu se sentir. Rien de dramatique, mais voilà. À un moment, l'action des banques centrales, elle va finir par avoir des effets sur l'économie. Oui, et par contre, pour la personne qui voulait arrêter ses versements il l'a fait. programmés, Il voudrait savoir s'il doit il les l'a fait. reprendre. Non, il faut les reprendre parce que là, par contre, nous, notre scénario, c'est quand même qu'on est sorti de la phase un peu pénible sur la partie obligataire, avec les banques centrales qui vont pouvoir même plutôt soutenir en fait la croissance en 2024 si elle part trop à la baisse. C'est pour ça qu'on n'a pas de scénario très négatif sur la croissance. On va regagner le soutien des banques centrales et ça va soutenir l'obligataire. Et donc, non, je pense qu'il faut reprendre les versements programmés. Bon, voilà, on a quand même... On a des bons points d'entrée là. Il y a des bons points d'entrée, mais on ne met pas tout d'un coup. Ça, j'espère que vous l'avez retenu. Question de Phil75 qui s'interroge sur la terminologie. Il me dit étonnant ce terme de mandat réactif, car on s'attend à ce que tous les types de mandats aient une gestion réactive à tout changement économique selon l'optique du mandat choisi. On rappelle peut-être ce que c'est que la philosophie justement du mandat réactif par rapport aux autres. Oui, les autres mandats, on a une cible, combien d'actions, combien d'obligations, et on navigue autour de cette cible. On peut s'en écarter, mais on navigue autour de cette cible. Le mandat réactif, il n'a pas de cible. Si on est très positif, il se colle sur un mandat dynamique ou offensif. Si on est très prudent, il va se coller sur le mandat défensif. D'accord. Ouais, donc il a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus large que les autres fonds. Question de Timothée qui nous avait été posée cette fois-ci au moment de l'inscription, et c'est bien parce qu'on n'en a pas du tout parlé, on s'est embarqué assez vite effectivement pour expliquer performance, mandat, gestion piloté. Quel est l'horizon de placement de ce produit financier? Alors là, une question qui est bonne. Je le disais, c'est 3 ans, chez nous c'est 3 ans minimum pour le défensif et 5 ans minimum pour l'équilibré et le dynamique. Au niveau des mandats, on rappelle pour vous? Oui, on est sur ces horizons-là aussi, minimum 5 ans. Le plus il y a d'actions et le plus il faut tenir longtemps. Puisque, en fait. Ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire, Delphine. Donc, quand on a un mandat avec beaucoup d'actions, il faut imaginer un horizon d'investissement plus long. Oui, en fait, sur la partie action, si on a un choc de marché, ça va prendre un petit peu de temps pour revenir à meilleure fortune. Et pour ça, en fait, il faut surtout ne pas vendre en bas. Et donc, ce qui est la tentation un petit peu qu'on a tous. Il faut le dire. Tous. Ouais. Non, mais, et donc du coup, il faut se fixer un horizon d'investissement le plus long possible, surtout quand il y a plus d'actions en portefeuille. Question tombée au moment de l'inscription aussi, peut-être pour vous, Caroline. Qu'en est-il de la rumeur d'un éventuel prélèvement arbitraire de l'État sur les assurances-vie en cas d'hyperinflation? Alors là, de notre côté, on n'a rien entendu. Non, je pense que ça, c'est une mauvaise rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, peut-être. Bon, il n'y a pas ça, rien de concret, Aline, je pense que c'est... Non, Jocelyne, pardon, il faut vous rassurer là-dessus. Question un peu spécifique, un petit peu en dehors du cadre de l'AGP, mais on est là aussi pour y répondre. Est-il possible de verser sur un compte d'assurance-vie après 70 ans? À quelles conditions? On s'interroge souvent sur la pertinence ou l'intérêt d'une assurance-vie après 70 ans. C'est vrai, il y a parfois des fausses idées reçues, mais effectivement, il est toujours intéressant de verser après 70 ans. C'est juste que l'abattement fiscal est plus réduit. Il est de 30 500 €, tout bénéficiaire confondu.
Voilà. Ok. Mais ça reste toujours intéressant si on reste en dessous de cet abattement-là. Et cette question aussi générale de Michel, mais là aussi c'est bien d'y revenir, peut-on retirer tout ou partie des sommes? Alors on a vu avec nos experts 3 à 5 ans, mais peut-on retirer tout ou partie des sommes investies avant l'échéance des 8 ans? On va rappeler ce que c'est que cette échéance des 8 ans, et si oui, quelle est la procédure pour retirer tout ou partie des sommes? C'est également effectivement une idée reçue où on pense que l'assurance vie est bloquée 8 ans. L'assurance vie, l'optimisation fiscale est à partir de 8 ans, même on peut dire à partir de 4 ans. En revanche, si la personne souhaite retirer dès le premier mois, elle peut le faire soit par des rachats partiels, soit par un rachat total qui clôture le contrat. Mais tout est possible. Attention à la fiscalité en fonction de l'âge du contrat. Une question moins sur les performances que Pascal nous dit, j'ai déjà souscrit chez vous un contrat en gestion pilotée au mois de février pour vous tester, il nous teste et il a raison. Je trouve que je n'ai pas eu ou pas trouvé les explications de gestion. Dois-je faire quelque chose ou c'est vous qui gérez? Toujours est-il que la performance, donc là il revient sur la performance, il est déçu et désemparé, car j'ai de l'argent à placer. Aujourd'hui, à part livret A LDD, je ne sais pas quoi faire. Alors, on a parlé de la performance et on a vu, nos experts en parler longuement. Par contre, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est l'aspect, je n'ai pas trouvé les explications de la gestion et dois-je faire quelque chose ou est-ce que c'est vous qui gérez? Déjà sur cette dernière question, on peut le rassurer, c'est vous qui gérez. C'est nous qui gérons et on a un petit graphe en page 21 où on met les rendements. Donc le livret A, depuis peu, il rémunère 3%. Oui. Il n'a pas toujours rémunéré 3% depuis qu'on gère les Boursorama. Par contre, on a, nous, pas mal de cordes à notre arc. On peut la montrer, cette slide, si vous la trouvez en régie. C'est l'une des dernières slides. Voilà, merci, ils sont formidables. Et on a des cordes à notre arc et aujourd'hui, on a des sources de rendement. C'est ce qui nous rend plus positifs sur les performances. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'avec cette hausse des taux, on retrouve du rendement sur les obligations. Les emprunts d'État de la zone euro, ils ont un rendement, si on investit aujourd'hui et jusqu'à l'échéance, de 3,4%. Donc c'est même supérieur à l'inflation aujourd'hui qui est de 2,9%, donc ça redevient intéressant. Et puis si on monte un tout petit peu en risque, donc sur des entreprises les mieux notées, donc les plus saines, les plus solides, on aura 4,4% et les entreprises encore un petit peu plus risquées, on peut même monter jusqu'à 7,5% ou un peu plus. Donc c'est vraiment une source de rendement additionnel au portefeuille qu'on n'avait pas connu depuis quasiment 10 ans où les taux avaient baissé au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une source de rendement supplémentaire. Sur les actions, on a quand même toujours des dividendes, principalement en Europe, moins aux États-Unis. Mais sur les actions, en plus des dividendes, on cherche la progression du résultat et la progression du prix des actions. Voilà, qui amène de la performance. Je pense qu'il y a une slide aussi qu'on peut montrer parce qu'elle est intéressante. Vous parliez justement, Delphine, de la capacité à absorber quand on a un choc action, ça prend un petit peu de temps. Montrer que les mandats, finalement, se sont bien comportés, là, en tout cas les mandats Edmond de Rothschild Asset Management, dans ces crises. Je pense que c'est la slide qui... Voilà, c'est formidable, elle arrive déjà à l'écran, avec des mandats qui, justement, quand ça tangue un petit peu sévère, si j'ose dire, résistent. Oui, on vit une période difficile et les performances s'en ressentent. On en a vu d'autres sur les mandats Boursorama. On est remonté jusqu'au début de la gestion des mandats en 2009. On a eu des phases très difficiles. On a remis le CAC 40. Les mauvaises performances du CAC 40, quand il y a des mauvaises performances du CAC 40, ça peut aller très bas. Très très vite. Donc vous avez 2020, le CAC 40 a perdu 38%. On oublie vite. On oublie vite parce que ça n'a pas duré longtemps. Pour le coup, ça a rebondi très très vite, très fort aussi, oui. Avec le soutien des banques centrales et des États. On a eu d'autres périodes, 2011, 2016, 2010, 2015, où le CAC 40, quand il baisse fortement. Et pendant ces périodes-là, on a les mandats pilotés. Parce qu'on est diversifié, parce qu'on investit à l'international, on a des performances qui résistent bien. Alors dans les périodes avant 2020, vous voyez qu'on résistait beaucoup mieux en fait, parce que la poche obligataire jouait son rôle de valeur refuge et affichait des performances positives quand les actions affichaient des performances négatives. Depuis 2020, depuis 2022, depuis que les banques centrales montent les taux, en fait, on a cet effet inverse. C'est parce que les taux montent que les obligations baissent et que les actions baissent. Et quand on regarde le principal moteur de performance négative des actions, c'est la hausse des taux.
Donc on peut se dire que voilà, encore une fois, cet Si épisode la hausse des arrive taux à son terme, a priori, arrive à son terme, la BCE. on va avoir au moins ce coup de massue qui a pesé sur les actions qui va nous donner un petit peu d'air. Question macroéconomique, Bruno, justement. Est-ce que l'augmentation croissante des endettements, et surtout, justement, alors que les taux ont fortement augmenté, État particulier, entreprise, nous dit-il, doit être considéré, j'aimerais bien vous entendre d'ailleurs tous les trois sur le sujet, comme un facteur très négatif pour la gestion pilotée de nos portefeuilles à court terme ou à moyen terme? La dette. C'est un risque. Oui. Au niveau des entreprises, il y a ce qu'on appelle un mur de la dette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont devoir se refinancer. Il y a des taux qui sont plus élevés, donc ça va être plus compliqué, mais ça, c'est pas un risque qui se matérialisera avant 2025. On voit rien sur le taux de défaut, Alexandre? C'est une crainte. Une petite augmentation, mais il n'y a rien de criant sur les taux. C'est-à-dire les charmes de l'obligataire, si les taux de défaut commencent à augmenter, ça peut coincer. Et c'est ce pourquoi il faut aller sur la gestion active, sur l'obligataire, typiquement, parce que le Bonne bond réponse. picking est extrêmement important. Ouais. Là, pour le coup, les indices obligataires devront, à mon avis, encaisser les défauts, là où les gérants obligataires vont plutôt avoir tendance à les éviter. Et sur la dette des États, et c'est aussi pour ça que je suis positif sur les obligations, c'est que ces niveaux de taux ne sont pas tenables très longtemps. Ouais. Donc ils vont devoir baisser, et les banques centrales devront soutenir leurs États à un moment donné. Donc ça me fait dire qu'on devrait avoir un supplément de performance par rapport au rendement qui est affiché, en plus du rendement qui est affiché sur les obligations. Mais c'est une excellente question, c'est effectivement un risque qu'on surveille. La dette? Oui, alors tout à fait. Sur les entreprises, surtout si elles doivent se refinancer à un moment où l'économie va moins bien et où la dynamique des résultats est moins bonne, ça peut être plus compliqué. Mais c'est aussi pour ça, nous, que dans notre gestion, aujourd'hui, on va privilégier plutôt des entreprises solides, avec des bilans plus solides et des entreprises de qualité. Et c'est aussi pour ça que investir justement sur des OPCVM, sur ces classes d'actifs-là, sur les obligations d'entreprise, ça veut dire qu'on est conscient que le gérant va faire cet effort de sélection des entreprises de qualité. Et donc nous, on vérifie et on s'assure que c'est bien ce que va faire le gérant du fonds sur lequel on investit. Et effectivement, c'est très important dans ce cas-là, et notamment sur les obligations d'entreprise, de se détacher des indices, puisque pour le coup, dans les indices, on aura et les bonnes entreprises et les mauvaises entreprises. Ouais. Et les sélectionneurs, les gérants des fonds vont, eux, sélectionner des entreprises de meilleure qualité et éviter, normalement, ou chercher à éviter au moins une grande partie. Les gérants tout, c'est des... actifs, c'est Voilà. une transition toute trouvée avec cette question de Timothée. Nous dit, y a-t-il des fonds ETF dans une assurance vie? Déjà, est-ce qu'il y a des ETF dans la gestion pilotée? Non. Non, pas d'ETF dans la gestion pilotée, dans la gestion libre? Tout à fait, une trentaine. Une trentaine, voilà. On les retrouve où, Caroline? Dans gestion libre, dans la rubrique ETF. Voilà, il faut aller sélectionner. On a dépassé l'heure, mais il y avait plein de questions et c'est bien normal. Est-ce qu'en régie, il y a encore quelques questions à envoyer ou est-ce qu'on peut terminer là pour ce webinaire? Je suis tout oui. Et bien voilà, on me dit qu'on a répondu à la plupart des questions ce soir. Merci beaucoup à vous, nos experts, nos gérants qui étaient là ce soir pour expliquer, pour rentrer dans le détail du métier de gérant, des performances, de l'évolution du marché. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Caroline. Merci. Merci à vous qui nous avez regardé. C'est la fin de ce webinaire. Bien sûr, il sera en replay d'ici quelques jours, j'espère, sur le site de Boursorama. Et puis, pour les habitués, vous le savez, après le clap de fin, il y a encore quelques instants pour rester avec nous et remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt. Merci.